sommes très heureux finalement de faire le lien entre la première intervention de Dugubienne et une personne qu'il a citée, c'est Edwin Plenel, euh, journaliste, fondateur de Mediapart, mais je dirais une des personnalités françaises qui arrive encore à être libre de bien euh, qu'est-ce qu'on peut dire, des pensées dominantes. Euh, J'aimerais bien, Edwy, que nous vous attaquions directement sur cette question de la déclaration et de voir comme journaliste engagé, comme journaliste essayant de voir un monde meilleur devant nous et pas uniquement de constater les désastres. Comment cette déclaration est une bouée, une chose qu'il faut travailler, un devenir? Quelle référence? Voilà. Merci de l'invitation et de cette troisième formidable initiative. C'est plus qu'une bouée aujourd'hui, comme le disait Walter Benjamin quand il était minuit dans le siècle. Pour moi, cette déclaration qui est née de la catastrophe européenne, qui a été proclamée à Paris en 1948, dont le principal rédacteur, on l'oublie trop en France, est un Français, René Cassin, qui est une figure du judaïsme laïque français, un juriste qui était un compagnon du général de Gaulle à Londres. Et cette déclaration des droits humains, en effet, il vaut mieux l'appeler déclaration des droits humains, cette déclaration universelle de 1948, est aujourd'hui, pour reprendre la formule de Walter Benjamin, comme une lumière à l'instant des périls. Cette troisième nuit a lieu dans un moment très sombre. L'anniversaire, le 10 décembre, va coïncider avec l'intronisation en Argentine, avec toutes sortes de chefs d'État politiques, qui est la négation même de ces droits humains. Le président élu en Argentine, Javier Milei, non seulement a sa vision ultralibérale de l'économie, mais ça va bien au-delà. Il est contre l'égalité des droits, tout simplement l'égalité des droits. Car la Déclaration universelle prolonge ce qui fut proclamé en 1789, à une époque où il n'y avait aucun droit, mais il y a cette idée, nous naissons libres et égaux en droit, l'égalité naturelle, Jean-Jacques Rousseau. C'est un saut dans l'inconnu formidable qui a permis d'inventer des droits, de conquérir des droits démocratiques, des droits sociaux, des droits des femmes, des droits contre l'esclavage, des droits contre la colonisation, des droits contre les discriminations et jusqu'à aujourd'hui les droits du vivant. C'est une machine à en permanence créer de l'émancipation contre tous les conservatismes dont le point commun, c'est qu'ils veulent que le réel soit immobile. Une fois qu'ils sont parvenus du côté du pouvoir, du côté du manche, du côté de la richesse, du côté de la puissance, ils ferment la porte et ils veulent que plus personne entre. C'est le parvenu qui ferme la porte au paria en oubliant qu'il fut lui aussi un paria. Nous sommes dans un jour sombre. Non seulement il y a cette intronisation de Milei qui veut supprimer le ministère de l'Éducation, les droits sociaux, qui est évidemment l'ennemi des droits des femmes, des droits des LGBT, et ainsi de suite. Mais ça se passe au moment où cela fait 2 mois qu'il y a ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient, où la négation de l'égalité des droits enfante des monstres. Nous savons tous que la clé de ce qui se passe au Proche-Orient, c'est l'injustice faite au peuple palestinien. Et nous savons tous que tant que cette injustice ne sera pas réparée, Israël ne sera jamais en sécurité. La preuve, les dirigeants israéliens de droite et d'extrême droite ont joué le Hamas pour empêcher la paix, empêcher l'État palestinien, et ils ont eu ce massacre pogromiste, il faut le dire. C'est un but de guerre terrifiant qui a été fixé aux miliciens du Hamas et qui ne peut qu'être ressenti que comme une menace vitale par le peuple israélien. Mais évidemment, en retour,
il y a une guerre effroyable, dont soi-disant le but de guerre est de détruire le Hamas, et qui est en fait la destruction de Gaza. Nous n'avons jamais eu en si peu de temps, sur un si petit territoire, dans une guerre, autant de catastrophes, de morts, de destruction, d'exil. C'est une horreur. Donc, je voulais juste poser ça en disant combien nous sommes dans un moment où il ne s'agit pas simplement de dire en 1948, une très belle proclamation a été faite qu'il faut aujourd'hui étendre, qu'il faut aujourd'hui développer. Non, nous sommes dans un moment où des forces veulent la remettre en cause. Y compris en France. Bien sûr, partout. Monsieur Orban, qui est un Européen, sera à Buenos Aires demain. En France, il y a la montée d'une extrême droite qui impose son agenda. Et quel est le point commun de ces extrêmes droites dans leur diversité? Et l'origine ne protège de rien, il y en a de toute nationalité. Il y a des suprémacismes qui vont donc bien au-delà du racisme. Le racisme, c'est le préjugé vis-à-vis de l'autre. Mais le suprémacisme, c'est l'envie que l'autre ne soit plus là, qu'il ne soit plus présent, qu'il disparaisse, voire qu'on le fasse disparaître. Et donc, nous avons toutes ces forces qui montent aujourd'hui, qui se coalisent et qui ont en commun, dans leurs différentes histoires nationales, des violentes, des chrétiennes, des religieuses, des laïques, et ainsi de suite, peu importe, elles ont toutes en commun la négation de l'égalité des droits, le refus de l'égalité naturelle. L'idée qu'il y a des civilisations, des origines, des croyances, des sexes, des genres, des identités supérieures à d'autres. Et c'est aujourd'hui, nous sommes dans un moment où ce dont nous parlons n'est pas un vieux parchemin symbolique qui serait sur le mur derrière nous. Nous sommes dans un moment où le défendre, simplement défendre la lettre de la Déclaration des droits humains, de la Déclaration universelle, est aujourd'hui l'horizon démocratique, social, écologique que nous devons défendre. Et c'est en ça qu'on voit aussi la différence ou ce qui s'est passé ces 20 dernières années, parce que nous étions encore libres il y a 20 ans de nous dire on pourrait quand même faire mieux, et c'est quand même encore... voilà. Et aujourd'hui, on se dit heureusement qu'existe cette déclaration et qu'existe ce texte pour, en effet, se battre, y compris pour la préservation de ces droits. Oui, et j'ai dit l'alarme qui brille, qui brille à l'instant du péril. En fait, je vais, après avoir dit combien pour moi la situation est dangereuse et grave, je voudrais dire combien en même temps nous sommes peut-être dans un moment, je vais à la fois rassurer et inquiéter l'audience en disant cela. Nous vivons en fait un moment de panique, d'un vieux monde qui ne veut pas mourir. Il sait qu'il est condamné. On ne peut pas continuer à consommer. Condemned. We cannot keep consuming. We cannot keep exploiting fossil. À créer des inégalités sidérantes comme il y a eu depuis les 4 dernières décennies. Ce monde est condamné, mais à échelle humaine, ils veulent survivre. Ils veulent que eux et leurs enfants, tout au plus, continuent à se gaver. Donc ils deviennent méchants, mais il est condamné. Nous sommes du côté de toutes ces pousses que vous rassemblez cette nuit, qui sont là et qui ne se sont pas encore imposées, mais elles sont là. C'est la phrase traditionnelle de Gramsci. Nous sommes dans ce moment où un vieux monde est en train de mourir mais ne veut pas mourir. Un jeune monde ne s'est pas encore imposé et, disait-il, dans ce clair-obscur, dans cet entre-deux, surgissent les phénomènes morbides les plus variés, ce qu'une traduction plus poétique a dit, surgissent des monstres. Dans ce clair-obscur surgissent des monstres. Pourquoi je reprends ça ? Nous sommes en fait acteurs d'un moment dans l'espace public mondial, y compris notre événement se passe comme cela, d'une révolution technologique qui est la troisième de notre modernité. Le digital, le numérique. Le rapport au temps et à l'espace a été transformé, comme avec la machine à vapeur, comme avec l'électricité et les énergies fossiles, pour prendre les 2 précédentes révolutions industrielles. Le temps immédiat, l'espace restreint. Mais peut-être peut-on aller au-delà. Cette révolution, comme toute révolution, est un moment de trop, de progrès et de regret. Il y a eu un grand optimisme de la révolution numérique, dont les martyrs que nous connaissons, comme Julian Assange, comme Chelsea Manning, sont
les symboles, l'idée que nous allions partager des savoirs et bombarder de connaissances les puissances pour les démasquer, pour les affaiblir pacifiquement. Nous sommes dans le backlash, comme cela a été dit juste avant. Nous sommes dans le moment de la contre-attaque. Mais peut-être faut-il aller au-delà. Peut-être que cette révolution digitale, dans ses potentialités démocratiques, de partage sans frontières, je dis souvent que Mediapart, à part la langue, mais nous sommes aussi traduits en anglais et en espagnol, est un journal sans papier ni frontières. C'est un journal qui est profondément internationaliste. Nous sommes peut-être dans un moment qui va au-delà et qui évoque pour moi ce que notre continent appelle la Renaissance, comme si nous n'avons gardé que le meilleur. La Renaissance donne l'esprit des Lumières, donne les idéaux humanistes qui vont donner les idéaux démocratiques. Ce dont nous parlons aujourd'hui, Jean-Jacques Rousseau, l'égalité naturelle, nous y sommes. Mais cette Renaissance qui démarre avec l'invention de l'imprimerie, c'est d'où ma comparaison, le savoir n'appartenait plus aux clercs, il allait être diffusé pour le meilleur et pour le pire. Tout le monde allait pouvoir apprendre à lire et à avoir des nouvelles comme nous avons là. La Renaissance, c'est à la fois les grandes découvertes, c'est à la fois la question de l'autre, donc le choc de la rencontre avec l'Amérique, c'est à la fois du coup l'humanisme, les libres penseurs, tous, l'individu qui s'émancipe de la communauté, qui n'est plus assigné à résidence. Et en même temps, nous le savons tous, ces personnes-là vont être réprimées. Thomas More, l'auteur de l'Utopie, est exécuté. Giordano Bruno est brûlé à Rome. La conquête des Indes, c'est aussi le génocide, la destruction des peuples. Les guerres de religion arrivent sur notre continent. La pureté de sang est invoquée par les colonisateurs, l'Espagne en l'occurrence, à la limpieza des sangre. Nous avons vécu tout cela. Regret, progrès, lumière, ombre. Pour moi, notre époque, c'est à la fois rassurant et inquiétant. Inquiétant parce que ça peut durer longtemps, mais rassurant parce qu'au bout du compte, l'égalité gagne. Ce monde est fini. L'humanité n'est pas spontanément raciste, n'est pas spontanément dans la haine de l'humain. Elle aime la beauté, elle aime la bonté, elle aime l'autre. Elle est de ce côté-là, l'humanité. Ce sont des moments de panique où on y reviendra peut-être par les mots, par le langage, commence à venir un poison où on en vient à déshumaniser l'autre au point de ne plus le voir comme un autre semblable, pareil et différent en même temps, à ne plus l'accepter. Donc je veux dire ça pour dire que peut-être que nous sommes dans un moment comme la Renaissance, dans un moment d'exceptionnelle potentialité et en même temps d'exceptionnelle crispation, mais du coup, ce monde-là est condamné. Tout, quel que soit, peut-être que vous, moi, nous ne verrons pas tout ce que nous disons, nous en serons que simplement des fantassins qui plantent des graines, mais fondamentalement, l'histoire est celle-là. Même si, entre-temps, cela peut faire des dégâts immenses, nous les voyons aujourd'hui sur ce qui se passe au Proche-Orient, qui est en fait, pour moi, une scène universelle, cette question qui est posée depuis que nous, l'Europe, avons reconnu notre faute, notre crime, nous avons produit le crime des crimes, le génocide, la destruction des Juifs d'Europe. Mais pour réparer notre crime, nous avons légué une injustice à l'autre, là-bas, tout là-bas, qui évidemment est un poison qui aujourd'hui gangrène l'ensemble de la région, et y compris à gangréner les meilleures volontés en Israël en produisant une extrême droite là-bas. Mais pour revenir à cette question d'une part, position de résistance obligatoire, les positions de jeter le projet et l'espoir, d'une certaine manière, jeter en avant, donner à voir le rôle du journaliste dans ça. Parce que, justement, cette contradiction est difficile, souvent. Et qui a le droit d'écrire? Mais on le voit bien, vous avez vu l'hécatombe de journalistes à Gaza, vous avez vu la mise en cause du journal qui sauve l'honneur de la démocratie israélienne par le pouvoir actuel à Haaretz. Donc, on le voit bien, dans des moments comme ça, le journalisme est une cible. Le journalisme est évidemment une cible. Alors, le journalisme, nous sommes dans un moment très particulier.
où avant, les journalistes pouvaient se prévaloir de l'opinion. Au fond, pour exprimer des opinions, il fallait même passer par eux, qu'ils vous interviewent, qu'ils publient des tribunes. Nous sommes dans un moment très important de ce point de vue et où il y a une ruse, un cheval de Troie qui peut détruire le voir clair dont vous parliez, arriver à y voir clair. L'opinion est rendue à tout le monde. Tout le monde peut exprimer son opinion et c'est une bonne chose. Pour moi, je l'ai toujours dit, cela remet le journalisme à sa place. La fonction sociale du journalisme n'est pas d'exprimer une opinion. Tout le monde en a. Et beaucoup de gens qui nous écoutent ont peut-être des opinions bien plus pertinentes que les miennes dans leur raisonnement, dans leur domaine. Nous, notre travail, c'est d'apporter ce que j'appelle les vérités de fait, comme un puzzle, des pièces de puzzle qui permettent d'y voir clair. Un tableau, permettent de s'y retrouver, permettent de s'y repérer. Et ensuite, nous discutons de cette réalité. Quand je dis que c'est un cheval de Troie, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un moment très dangereux où la liberté de dire, la défense de la liberté totale des opinions, y compris le pire, y compris le plus abject, devient l'ennemi du droit de savoir. L'opinion pour étouffer l'information. L'opinion, le préjugé, la propagande, la haine, la violence pour étouffer l'information. Et vous en avez un symbole universel sous les yeux. Il a un nom et tout le monde en parle dans le monde entier puisque c'est l'homme le plus riche du monde. Il s'appelle Elon Musk. Il est raciste, il a grandi dans l'apartheid, il ne le renie pas, il est suprémaciste blanc. Il retweet le futur président argentin qui dénonce les droits sociaux en disant « You are right ». Il a des tweets antisémites. La Maison-Blanche a dû alarmer sur l'antisémitisme de ce monsieur qui, ce n'est pas du tout contradictoire, soutient le pouvoir d'extrême droite et de droite extrême israélien. On peut être antisémite et soutenir Israël dans l'idée que tous les juifs doivent aller là-bas. Ce soit la tribu, contre le métissage, contre le mélange, que ce soit chacun soit dans une prison identitaire, chacun chez soi. Elon Musk, et on a un concentré de notre monde. Aucun souci de l'écologie, évidemment, aucun souci de précaution, de la vitesse, la virulence des mots et la virulence des choses. Nous envoyons dans Mars, comme si l'urgence était d'aller dans Mars, dans une idée de survivalisme. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le paria, le parvenu. Oh ben peut-être que la planète va aller très mal, mais nous, on sera à Mars. On aura payé des milliards de dollars, mais on sera dans Mars, tandis que la planète brûle. Il y a ce fantasme-là. Et puis des voitures très très chères qui vont très très vite avec des piles électriques dont on ne saura pas que faire. Et on saura... Cet homme est le premier, l'homme le plus riche du monde. Qu'est-ce qu'il fait pour l'humanité? Rien de bien, rien d'utile. Et du coup, on le voit de manière très visible maintenant qu'il a pris un des réseaux sociaux les plus informés. Au départ, Twitter, c'est le réseau social, non pas du blablabla des opinions, mais où justement des organisations, des représentants de syndicats, de partis politiques, des journalistes, des intellectuels signalaient des contenus. Et il en fait un lieu qui est une jungle, où il déchaîne toutes les violences en un an. C'est terrifiant. Et donc, nous avons sous les yeux ce qui nous menace et qui arrange toutes sortes de monstres politiques. Monsieur Modi, suprémaciste indien en Inde, monsieur MBS, roi d'Arabie Saoudite, qui va organiser l'expérience, enfin, au prince héritier, l'exposition universelle en 2030, tout en étant dans un régime religieux, un régime identitaire, et ainsi de suite. Je pourrais évidemment Trump, évidemment Bolsonaro le brésilien, Trump l'américain, et plein d'autres. Donc, nous en revenons à la place du journalisme. Dans le moment actuel, et c'est une bataille, y compris par rapport à certains activistes des idées que nous défendons. Souvent, quand on est militant, on a d'abord envie que le journaliste dise ce qu'on a envie d'entendre, qui va dans le sens de votre cause. Pour moi, je le redis, le métier de journalisme, si nous croyons à ces idéaux humanistes, à ces idéaux de raison, à l'idée que, justement, l'idéal démocratique suppose un débat de raison dans une connaissance du réel.
avec des savoirs. C'est pour ça que ces idéaux sont nés en même temps que l'encyclopédie, en même temps de l'idée d'une rationalité du savoir, de la connaissance. La connaissance peut bouger, mais elle suppose des faits recoupés, sourcés, documentés. Comme j'ai dit, c'est un puzzle. Ça ne veut pas dire une vérité révélée par une autorité, mais des morceaux de réel qui s'ajustent, qui se nuancent, qui complexifient le réel. Dans ce moment actuel, le rôle pour moi des journalistes, c'est de nous aider à y voir clair, ce qui veut dire ne pas ajouter de l'émotion à l'émotion, ne pas ajouter de la passion à la passion, ne certainement pas ajouter de la virulence des mots, mais permettre cette connaissance. Ça ne veut pas dire ne pas donner du sens à tout cela. Le tableau, une fois fait, il a du sens et on marche sur deux jambes. On dit bien que tout ne se vaut pas. On dit bien, on peut parler du massacre du Hamas et de la guerre, que dans un cas c'est un crime de guerre, dans l'autre cas la riposte est un crime de guerre aussi. Et en même temps, une fois dit ça, ne pas dire que tout le monde est à égalité, dire qu'il y a une injustice historique faite au peuple palestinien. Savoir tenir cette ligne de crête de raison, de lucidité, y voir clair. J'ai souvent dit, y compris par rapport à l'image du numérique, qui peut donner l'image de la jungle, justement. La jungle, il y a des beautés, hein, il y a des fleurs, il y a des espèces sauvages, il y a toutes sortes de réalités. Alors, c'est quoi un journal de référence pour moi, tel qu'on a essayé de le créer avec Mediapart? C'est une clairière. Dans la jungle, il faut des clairières. Ça veut dire qu'il faut un endroit où il n'y a pas un plafond végétal. On voit quelle heure il est. On n'est pas perdu. On sait est-ce qu'on est le jour, est-ce qu'on est la nuit. Où on peut se poser. C'est participatif, mais dans le respect de la conversation. On n'est pas dans la violence. C'est-à-dire toute cette. Je dis au fond aujourd'hui, vous voyez, par rapport à comment prolonger la Déclaration des droits humains. L'égalité. L'égalité, c'est aussi comprendre que notre espèce a un devoir d'égalité à l'égard du vivant. Avec notre cerveau de prématuré, on a toujours pensé qu'on pouvait dominer le vivant. En fait, on comprend que le vivant, il est menacé et nous, notre espèce avec. Quand on dit sauver la planète dans les discours écologiques, on se trompe. La planète, elle survivra. Le problème, c'est nous et d'autres espèces. Il y a une blague que connaissent tous les vieux militants écologiques, c'est que tout d'un coup, il y a un congrès de planètes et la Terre arrive en retard. Elle est blême, elle pousse, elle crache, elle a la voix tout enrouée. Les autres planètes disent « Qu'est-ce qui t'arrive, la Terre ?»« Je sais pas, ça me gratte de partout. Ah, ça va pas bien et tout. » Toutes les autres planètes rigolent. Oh, t'inquiète, c'est l'humanité. Ça dure quelques milliers d'années et ça passe. Donc, pour dire combien notre prétention à échelle du vivant est terrifiante. Terrifiante. Nous sommes qu'un tout petit bout. Donc, qu'est-ce que nous apprenons aujourd'hui? Que nous devons composer avec tout cela. La question de ce moteur formidable d'émancipation qu'est la proclamation de l'égalité des droits. C'est de nous faire comprendre, comme la cause des femmes qui est menacée, nul hasard dans la régression actuelle, où la première cible, c'est les femmes. La première cible, c'est les femmes. Les droits récents des femmes. Droit de la maîtrise de la procréation, droit à la contraception, droit à l'avortement, droit à être comme on a envie d'être, et ainsi de suite. Pas un hasard, parce que ça renvoie à cette humanité où notre genre était dans l'habitude de la domination et de l'inconscient de cette domination. Mais là, on a cette question des vivants. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fait, on a besoin, et c'est peut-être là où la politique n'est pas au rendez-vous. On parle de mettre de l'écologie. Regardez la catastrophe de la COP28, où ceux qui l'organisent, c'est l'OPEP, puisque c'est un membre de l'OPEP, ont décidé de la faire capoter sur les énergies fossiles. C'est révélé. Ils s'étaient mis d'accord. Il faut continuer à s'enrichir le plus possible. Et en fait, on n'a pas besoin de programmes qui mettraient de l'écologie ou de programmes qui mettraient des droits des femmes et ainsi de suite. Je pense que cette époque, qui est une sorte de nouvelle renaissance avec ombre et lumière, elle appelle une écologie de la politique, où on rejoint quelque chose qui nous est cher,
Édouard Glissant, Absolument. qui est le penseur de tout cela pour nous, et qui est un penseur sans frontières, hein, qui est au cœur de là où a commencé la globalisation, la Caraïbe. Dans sa vision du tout monde et du tout vivant, il a cette vision de la relation, hein, et du lien, et donc de cette précaution. Pardon, je suis un Non, Eddy, c'est absolument, bien entendu, essentiel. Si on avait le temps, mais on n'a pas le temps, je vous poserai la question du non-savoir au milieu de tout ça et du doute, Bien sûr. l'autorisation au doute, l'autorisation à, mais on n'a pas le temps. L'autorisation au doute suppose d'abord que tout ce que je viens de dire est d'abord une invention collective, Absolument. où l'autre vous corrige, où l'autre vous discute, Et où donc, l'autre vous nuance, où l'autre vous interpelle, et ainsi de suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Tenez bon. Voilà. Merci. Important, et on passe des mots aux images. Alors, on arrive à mon ami Lars Müller. Merci. Dear friend Lars, Here I am. will be very strange to speak together in English in the moment. You know, my English is not the same quality as yours, but I think it's important we do it in this language. You are editor, and you are editor of one of many books who express, who analyze, who milite on this human rights. I will say all your work is based on this humanism, and what will be a little bit the topic of this 20 minutes is this obsession or this importance you take at the image and at the visuality. You analyze in your book about human rights, you analyze atmospheres, you analyze situations, and I think this dimension is very important also. Can you say for you what is your connection with this declaration and the work you do as publisher? Okay, thank you first for the invitation to join your very important conference. Yeah, as you say, since we are both designers, I think we met up in an understanding of the importance of the also non-verbal communication of things. And in my practice as a publisher, I build very much on the meaning of photography, for example, but also on the meaning of design to create a kind of a universal or even multilingual, at least, visual language to express meaning. While what you point towards is that I published several books which were closely related to the human rights, while most topics in my program are somehow touching into the life of people and the conditions for their lives. And the book you referred to, I put a staple on my table here of 3 books which may guide us through our conversation. That The Face of Human Rights was actually the try in 2004 to, yeah, okay, let's point to this one. The Science for Peace actually their design response to the kind of the major topic, how to express what unites probably all civilized people, all peaceful people, is this desire for a safe and peaceful life all over, not in any particular place of this planet, but it should be universal. What I say, the idea or the try we did in 2004, where probably the most shocking
event caused by war was the Darfur conflict, where or I at least, or our generation maybe first time really became aware of the consequences of war and violent situations between parties which were fighting far beyond the interests and the needs or the hopes of the civilian people. And what we tried to do in this book, which arrived to 600 pages, was to express in images with the belief that photographs don't lie if they are taken from reasonable and objective sources, to express the variety or the dimensions of human rights, from their violation to their discrimination through decadence, to say. But somewhere in between, there is this kind of the image of normality, then the image of how people live together and how they can respectfully coexist. And let's try, and I hold one image to the camera. I don't know if that is visible. It is actually the spiral of the human rights, where in the center you have the right to life. Now, as we know, the universal human rights protect the right to life, while there are still quite some, or many, even many states which disrespect the universal human rights, where they say they don't provide or don't accept the right to life, which is the base of everything, you know. And the spiral actually means that, you know, it's an evolution of rights, you know. But if you deny the right to life, there is no meaning in everything that follows. And that is something which try to show throughout this book, how civilization can build by respecting the human rights in the form of a circle. So the right. But Lars, I think this point is very, very important. And what we see in the last years is that the importance or the importance of this human and the respect of this human life is in any points of crisis really going down. Yes, but that I refer to a discussion I had earlier this week in New York, actually, with American people who are involved in all violent conflicts right now. That, of course, many human rights are violated in these conflicts, but actually the protection would not come from the Human Rights Convention, but from the international humanitarian law, right? Which I think we must distinct. You know, right now, the crises in these war zones are so fundamental and dramatic that let's leave the particular human rights aside. Actually, it's the right to life which is affected. But Lars, I don't speak only about the conflict. I think in crisis and in our society as a whole. Yeah, well, I agree. But right now there is a kind of a unsharp definition. You know, when people mix up the humanitarian law with the human rights. You know, the Gaza Strip is far away from executing the human rights as we do, right? They have to survive, you know. And the war crimes which happen there are not covered or kind of are not recognized by the human law orders, but by it's just a different thing, and that's the crucial thing about that conflict, that those
those parties, they ignore both the human rights and the humanitarian law. Anyway, but getting back to my observation is that what I also try as a communicator, and I think I meet up with the journalist's opinion, is that we must find ways to address both sides, right? The books I publish are not meant to claim the confirmation or the agreement by like-minded people. They try more to kind of offer an objective image which can spur a communication and discussion by these segregated parties, you know, one side for, one side against. We have to overcome that. And I was happy to hear the earlier speaker was referring to Antonio Gramsci. And yeah, we are tired of the old world, but we are not yet ready to change. And overall stands our fight for, you know, for arguments to overcome capitalism, you know, and all that becomes very, very political, but we have to find ways to discuss on a level where people have an agreement, because the reference is their own life. I think that is what I try to express. And if you give me another second, so the Face of Human Rights was the base of that understanding, and also to know that I learned most through the books we developed. As a consequence of the Face of Human Rights was the second book I have on this table, which is Who Owns the Water? And that was published in 2006. And that was one of the major fights in the United Nations to expand the human rights to an aspect that has been ignored before, right? Which is the right to water and to sanitation, right? Come on, 1/3 of the world still does not exercise that right. And also it became a human right in 2010. It was accepted and included in the circle, as you see, at the right to health and the right to food is very, very close to the right to water. Anyway, so on that level, I just believe that, yes, we can only achieve changes by discussion, by talking to our enemies, you know, to overcome segregation, and that's, I think, as communicators, as designers, as publishers, as journalists, also with I'm very modest, you know, the impact of my books is absolutely minor. We reached out to NGOs, to institutions which are able to communicate with both sides, which are maybe meaningful in a more humanitarian way than a political way. And this, let me go back to photography. And I remember that your book, Face to Human Rights, was at home, and my children was every time when they come home, they start to look this book. So what's the fascination of this book was this capacity of the photography to don't have an opinion, to let the person who look construct his opinion. Exactly. That's probably the best we can do, to be objective and to show the extremes, no, in a way, and to provoke. And if you call children, you can't call anybody. It's something only when you see the opposite you can locate yourself. You know, are you a violator, or are you already on the decadent side with 12 cars in your garage or whatever, or do you feel comfortable somewhere in between with respect for your neighbors and
and claim for your own rights, for the freedom we are fighting for. Now, why I believe that this is so important is, and I put this third book, I don't know if you see the title here, it's Democracy, an Ongoing Challenge, where I believe, and we must be very honest, and also including your conference, we speak to a small part of the world. We speak to people who mainly agree with our opinion, while many others suffer actually from the ignorance of their states. Actually, half the world today is run by autocrats or at least weak and fake democracies. Half the world, half the population on this planet. We need to speak to them. Yeah, I think, Lars, what for me always was so important to work with you is that you have the courage to publish topics which are precisely sometimes not a good product to sell, but which is important and which are, by their symbolic power, are instruments of fights. And I have seen people coming to offices and putting a book on the table without quoting directly, but the book and have been written is a kind of manifestation. And I think this is a very strong element. And when we worked on our book, Science for Peace, you said once to me, because I said, we can't publish, our research is not finished. We are excluding hundreds of voices. And then you said, yeah, but what has been said, and you can deconstruct it, fight against, and publish another book. But what it's important for one moment to make a manifest. And that's what I think is a strong work of an editor, is to give place and room and to accompany and to distribute knowledge. And also if this knowledge is a question. Yeah, actually that is important. You know, it's of course we manifest our opinions. That's a right we have as authors and editors and publishers. But I wouldn't know any other meaning in my profession if I wouldn't depend on my very personal opinion and then be strong in enforcing it and not opportunistic and publish books which may be, you know, maybe find a wider. Well, I could imagine to publish a provocative book on the world as it would be if all these right-wing parties would you know take over in European countries. But no, I rather prefer to be optimistic, because I strongly believe that we live in a very cyclical you know time, and that things may change over the coming 20 years. So but that's to say about democracy. I think that we should strengthen democracy in Europe to keep the strong voice Europe has always had in terms of democracy and human rights. But we should not forget to fight and with sharp words and action to fight against the autocrats and you know the enemies we may see, by finding a way to talk to them, to get a clear voice out of them. I just, because I listened into the conversation before, and of course we all care a lot about children's rights and women's rights. While, you know, if the polarization is so that, you know, the one-child policy of China was a violation of human rights, as is the ban of the right to abortion. You know, it's so we live in extremes, and if we don't find a way to communicate, then we will not find a way to the new system or to the future, like Gramsci claimed. Thanks a lot, Lars. I think
what's really interesting in your books is that you go out of the book and you construct an opinion, and this opinion is free. So I think it's very interesting to have this way to look at the world and to enforce at the end the reader and not only the person who say you have to make this. And with that, we go over to Hervé, and we thank you, Lars, to Hervé Martin, who is the initiator of Poster for Tomorrow. And good to see you, Hervé, here with us. And bye, Lars. Please, I don't know if you want to speak in English or French. It's your choice. And Je vais partir sur français. D'accord. Je Bienvenue, cher Hervé. Je suis toujours admiratif de cette énergie qui émane de toi et de ta partenaire sur la capacité de rassembler en fait des images et des projets autour des grandes causes, et notamment, bien entendu, indirectement de la Déclaration des droits de l'homme. Je dirais que tout tourne d'une certaine manière autour de ça, même si ce n'est pas directement déclaré comme tel, mais on voit bien que c'est ce qui te porte. Et je dirais qu'il y a à la fois grande cause et travailler sur l'actualité, et ces deux facteurs se relaient en permanence. J'aimerais juste te poser déjà la question de l'importance pour toi de la déclaration et de l'importance en même temps de ce travail de graphiste qui essaye de se confronter à ces grandes causes. Bon, tout d'abord, merci, cher Rudy, de m'avoir donné l'occasion de présenter mon activité et celle de Poster for Tomorrow. Et l'importance des droits de l'homme, c'est déjà qu'en 2009, quand nous avons pensé à faire un appel à la communauté des graphistes pour se mettre au service des grandes causes, on s'est donné comme objectif, un des objectifs, c'était de célébrer le 10 décembre, la journée mondiale des droits de l'homme, en se disant que si on se posait cette question, est-ce que beaucoup de gens savent qu'il existe une journée pour célébrer la Déclaration des droits de l'homme? On était quasi sûr que 90% des gens de la rue, de la vie, de tous les jours, ne le savaient pas. Seuls derrière les institutions, les ONG connaissaient très bien qu'il y avait une journée et cette journée a été toujours célébrée derrière ses portes. Notre objectif, c'était de ramener cette journée au sein de la rue, à même dans la ville, pour que les gens le célèbrent et savent et se rendent compte qu'ils ont droit à toute cette journée et ces droits. Ça, c'est là son importance. Ensuite, j'avais préparé plein de choses pour en parler durant ces minutes qui me sont données, mais malheureusement, j'ai commencé à écouter Sama, j'ai écouté Doudou, j'ai écouté surtout à la fin Lars, et je suis complètement perdu dans tout ce que je voulais dire, parce que je suis inspiré vraiment en live par tout ce qu'ils ont dit. Quand j'écoutais Doudou avec le mot l'accouchement du monde, on est en phase d'accouchement, cette transition humanitaire qui est en cours et ça va être douloureuse, ça m'a donné déjà envie de créer des visuels pour faire comprendre aux gens à quel type d'accouchement on attend. Et quand j'écoutais Sima, quand elle parle de la distinction entre la torture et la punition, ça c'est quelque chose qui est dans la tête de non seulement pas mal de gens en Afghanistan, mais sur quasi la planète Terre, les gens ne distinguent pas la différence entre la torture et la punition. C'est aussi horrible que ça. Et je rebondis sur ce qu'a dit Lars, avec que nous n'oublions pas que nous nous adressons à une toute petite communauté des gens. Et nous parlons des choses qu'eux-mêmes le savent déjà. Il faut trouver un moyen pour parler à l'autre partie, qui est, on va dire, 2/3, voire quasi 80% de la société en général, et de leur parler des choses sur lesquelles nous ne sommes pas forcément d'accord pour les faire comprendre.
Tout ça me font revenir sur l'objectif de Poster for Tomorrow, qui était d'inviter les gens, les graphistes, à créer des visuels simplifiant la compréhension des choses. Moyennant un visuel, on n'a pas besoin de parler espagnol, français, italien ou n'importe quelle langue. Le langage de graphisme, c'est universel. On se met devant une affiche, ça fait parler. On discute, etc. Et surtout, le fait qu'il y a une centaine d'affiches autour de même thème sélectionné et qui sont tous variés, ça fait parler, ça fait parler. Et en fait, chaque affiche, même la plus incompréhensible, devient la clé de la compréhension de l'autre affiche. Dans une exposition, on rentre, il y a 100 affiches, il y a peut-être cinquantaine qu'on n'aime pas ou qu'on ne comprenne pas. À la sortie, en revenant sur les affiches, on arrive à comprendre de quoi parlait cette affiche. Parce que justement, les clés des unes sont chez l'autre. Donc ça, c'est important. Ensuite, mon expérience des 15 dernières années avec les thèmes différents et c'est la célébration de cette journée, notamment pour le 70e anniversaire où j'avais fait appel aux graphistes confirmés, j'ai plein de choses à partager, à dire, notamment que quand on était en train de travailler sur une collection d'affiches pour la célébration de 70e anniversaire, moi, j'avais proposé de faire un concours. Et en fait, on nous a fait comprendre que non, 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 un concours, tu risques d'avoir plein d'affiches que nous ne voulons pas forcément voir. Nous voulons une sélection. Et la sélection des affiches, en règle générale, dans un concours, c'est anonyme. Or, nous ne voulons pas de ça. Nous voulons des affiches qui célèbrent point barre, qui évoquent ces aspects. Donc, nous sommes partis sur une invitation. Address these topics. So we basically. Chacun devait s'exprimer. Donc voilà, la chose est faite, la collection est terminée. Maintenant, je reviens sur la liberté d'expression. Premier appel de Poster for Tomorrow en 2009. Nous avons utilisé l'Internet pour lancer l'appel. C'était une des premières initiatives à travers le monde d'utiliser la voix de l'Internet tant qu'il était encore dans nos mains et on pouvait nous en servir positivement. Et on a eu un retour très, très positif, pas aussi important que 10 ans après, mais ça nous a encouragés à aller au-delà. Et la dernière action? La dernière action, c'était Do the Right Thing. Do the Right Thing a apporté 6400 contributions à travers le monde, 125 pays participants et énormément d'affiches, effectivement. Je voudrais juste soulever aussi ce point que quand nous avons décidé de choisir le thème contre la peine de mort, beaucoup d'organisations humanitaires engagées sur les voies humanitaires ne nous ont pas soutenus sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de financements qui venaient des pays exécutants, des pays qui ne respectaient pas le droit à la vie. Or, en se mouillant dans ce genre de soutien ou de ce genre de solidarité, ils risquaient de se voir privés de leur contribution financière. Ce sont des points, différents points positifs ou négatifs que j'en ai en fait des centaines d'anecdotes sur la cause, sur les choses au cours des années. Chaque année, on a choisi un thème qui complétait complètement la démarche sur le suivant, année suivante, année suivante. En 2018, quand nous avons fait le tour de 10 articles parmi les 30 de la déclaration, qui étaient selon nous les causes majeures, les grandes causes, nous sommes partis sur un concours d'affiches pour la planète. Ensuite, nous avons choisi Fake News et à la fin, cette année, Do the Right Thing. Je voudrais juste aussi encore attirer l'attention sur le fait que quand on voulait parler de dernier concours qui était Do the Right Thing, on voulait parler de droit au droit. En fait, nous parlons tout le temps, j'ai le droit de ceci, j'ai le droit de ça, on me doit ceci, on ne dit pas que qu'est-ce que moi je dois faire pour la société. Tout le monde nous doit des choses. J'ai le droit à la liberté d'expression et qu'est-ce que moi je fais? Donc, quand on voulait parler de devoirs, pour résumer, tout le monde a dit « Ah, mais parler de devoirs ou encourager les graphistes à faire une affiche sur les devoirs, c'est un peu négatif. » Donc, comment contourner la chose et avoir des belles affiches autour du sujet? Do the right thing.
Alors, nous avons eu effectivement une exposition très récemment avec 100 affiches sur digital writing qui invitent de manière ultra simple que tout commence par moi. Ramasse les poubelles qu'il y a dans le parc à côté de toi. Fais ça. Si chacun fait un geste, un minimum de gestes, ça fait partie de l'amélioration que nous espérons tous. Ça faciliterait l'accouchement. Ça enlèverait de la douleur de l'accouchement, etc. Voilà. Hervé, le temps est malheureusement très compté. J'espère beaucoup que nous échangions dans les jours qui viennent pour voir si nous pouvons accueillir dans notre site internet qui va parler de ces déclarations un certain nombre de ces visuels parce que je pense que c'est important. Et je suis très heureux d'avoir échangé sur cette importance de la production d'images, de l'importance de dire son opinion, non pas uniquement avec des mots, mais aussi avec des images par rapport à ces questions de droit. Et de parler de cet instrument de lutte, parce qu'une affiche est en même temps une représentation qui fait parler, mais ça peut être aussi un instrument de lutte. Et je trouvais très important, et on va le toucher avec les prochains intervenants, que tu as dit, il y a des alliances qui, une fois, peuvent te protéger, mais qui peuvent aussi t'empêcher parce qu'ils doivent respecter les droits de l'autre, etc. Et parfois, ça fait un phénomène de censure presque, et il faut choisir l'autonomie. Et il y a des moments où on peut s'allier, il y a des moments on garde son autonomie, et je pense que c'est très, très important que tu as lancé ce piste aussi dans la réflexion des alliances stratégiques contextuelles. Merci. Thanks a lot, Hervé, and we switch